Bonjour à tous, bonjour Stanislas Dehaene. Bonjour. Merci d'être avec nous ici. Vous êtes un peu dans votre élément parce qu'on est dans le musée d'histoire de la médecine. Il y a des cerveaux, il y a en tout cas un crâne là qui n'est pas très loin. Or, vous êtes un spécialiste du cerveau. Quel est exactement votre parcours? On regarde ça tout de suite. Stanislas Dehaene est psychologue cognitif et neuroscientifique, professeur au Collège de France. Diplômé de l'École normale supérieure en mathématiques, il est aujourd'hui directeur de l'unité mixte INSERM-CEA de neuroimage cognitive au centre Neurospin. Comprendre comment fonctionne le cerveau humain et l'apprentissage, c'est le principal travail de ce chercheur. Il est un des pionniers à avoir mis en évidence les bases cérébrales des opérations mathématiques. Il travaille grâce à l'imagerie cérébrale et aux expériences de psychologie cognitive, et à la fin des années 90, ses recherches s'étendent à l'impact de l'apprentissage de la lecture sur le cerveau. Il est également l'auteur de plusieurs ouvrages grand public popularisant ses recherches. Alors, on a bien compris, Stanislas Dehaene, vous êtes chercheur, spécialiste des sciences cognitives. Quelle définition vous en donnez? C'est l'ensemble des disciplines qui essaient de comprendre le fonctionnement du cerveau, donc les algorithmes du cerveau, on pourrait dire, la manière dont le cerveau opère des calculs pour comprendre le langage, pour apprendre à lire, apprendre à écrire, ou tout simplement reconnaître les objets qui nous entourent, ou évoluer dans un monde social. Donc neurologie, psychologie, imagerie cérébrale, informatique et jusqu'à la philosophie. Alors, le cerveau n'est pas un organe figé. C'est un organe qui vit, qui évolue, évidemment qui bouge, et on va le voir dans quelle proportion d'ailleurs. Alors, le cerveau bouge en permanence, évidemment énormément au cours de la petite enfance. Le cerveau dans l'espèce humaine naît extrêmement immature et pendant toute la période de l'enfance, c'est un bouillonnement permanent de synapses. Il faut imaginer qu'un petit enfant qui va à l'école, en une seconde, c'est plusieurs millions de synapses, c'est-à-dire les points de contact entre les neurones qui vont se modifier. Et ceci, les connexions neuronales, comme on dit. Les connexions neuronales, voilà. Le nombre de neurones est à peu près fixe dans le cortex, en tout cas, bien qu'il y ait certaines régions où il y a production également de nouveaux neurones tout au long de la vie. Mais le plus important, c'est que les points de contact entre les neurones, donc le réseau, le circuit, peut changer, et c'est vraiment plusieurs millions d'éléments qui changent par seconde. Incroyable. On a voulu s'arrêter plus précisément justement sur cette plasticité cérébrale. Regardez. Le cerveau, cet organe modulable, adaptable et en constante construction. Il est constitué de 86 milliards de cellules nerveuses, les neurones, dont les possibilités de connexion sont incalculables. Au cours de la petite enfance, tout ce qui est touché, entendu, senti, goûté génère des connexions, appelées synapses. Jusqu'à 1000 connexions par seconde les 5 premières années de sa vie, l'enfant connaît une véritable ébullition cérébrale. C'est le phénomène de plasticité cérébrale. L'interaction de l'individu avec son environnement active des connexions. En grandissant, les plus utilisées sont renforcées tandis que les autres s'affaiblissent, voire même s'effacent. Un adulte possède plus de 300 000 milliards de connexions synaptiques, des connexions qui se font toute la vie. Avec un perpétuel remaniement, le potentiel d'apprentissage est immense. Pas de loterie génétique. 7 milliards d'individus, 7 milliards de cerveaux différents. Alors Stanislas Dehaene, le cerveau, est-ce qu'on le connaît bien ou est-ce qu'il recèle encore des mystères, y compris pour vous qui êtes chercheur évidemment? Non, c'est une science extrêmement récente, donc nous avons énormément de choses à apprendre et la plasticité cérébrale fait partie des domaines de recherche importants, mais je voudrais réagir aussi pour vous dire que parfois on insiste trop sur la plasticité et pas assez sur les aspects organisés du cerveau. Le cerveau, c'est 100% d'inné et 100% d'acquis. C'est très important de comprendre ça. Ça veut dire que... Qu'est-ce qu'il y a d'acquis dans le cerveau? Nous apprenons à parler une certaine langue, nous apprenons à calculer, nous apprenons à lire. Tout ça, c'est stocké. Voilà, tout ça va être stocké dans nos réseaux cérébraux. Mais en même temps, les réseaux qui nous permettent de le faire sont extrêmement structurés sur une base génétique. C'est ce que vous appelez l'organisation. Voilà, et on est en train de découvrir que, en fait, le cerveau du petit enfant, même du bébé de quelques mois, est déjà très organisé. Les grands circuits sont en place et vont en quelque sorte l'orienter vers certains apprentissages. Mais attendez, avant d'en arriver là, on a tous la même organisation cérébrale? Dans une grande mesure, oui. Alors, mais on n'a pas tous les mêmes compétences, capacités. Eh bien, écoutez, le cerveau, vous savez, il a des plis. Bon, un peu comme les empreintes digitales, ces plissements vont être différents d'une personne à l'autre. Et la surface
d'un territoire cortical peut varier d'une personne à l'autre. Mais par contre, les grandes aires cérébrales sont les mêmes chez tout le monde, les grands faisceaux de connexion sont les mêmes chez tout le monde. Je vais peut-être dire une énormité pour le chercheur que vous êtes, mais il y a des QI différents. C'est bien qu'il y a... Oui, bien sûr, mais le QI lui-même est modifiable en fonction de l'environnement. Il y a beaucoup d'études chez l'animal qui parlent d'environnement enrichi. On met des souris dans un labyrinthe extrêmement riche en jeux et on s'aperçoit que le cerveau se développe massivement plus. Les arborescences des neurones vont être beaucoup plus grandes chez les animaux qui ont bénéficié d'un environnement enrichi. C'est la même chose pour nous. Alors, une idée reçue, je vous demande de répondre assez vite. Est-ce qu'il est exact que nous n'utilisons que 10 ou 20% de notre cerveau? Alors là, c'est vraiment... Et tous ceux qui ont vu Lucie, par exemple, de Besson, le cinéaste, comprendront de quoi on parle. Non, c'est une idée idiote. On utilise 100% Pour lui, de et notre bim. cerveau. C'est un film de fiction, mais la réalité, c'est que nous utilisons en permanence toutes les régions de notre cerveau. Toutes sont utiles. Ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas se différencier plus. Quand on apprend à lire, par exemple, on différencie une toute petite région de notre cerveau dans l'hémisphère gauche. Cette région va reconnaître la forme des lettres et les autres régions vont s'accommoder en se déplaçant un petit peu, celles qui répondent au visage, aux objets. Vous voyez, donc on accommode des apprentissages. Alors, deuxième question qui est encore liée au film, mais c'est important parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui l'ont vu et qui l'ont pris pour argent comptant. Est-ce que si on me met une substance, je ne sais pas laquelle, un jour dans mon cerveau, je vais pouvoir développer des capacités que je n'avais pas? Non. Mais aller à l'école ou avoir une bonne nutrition, oxygéner son cerveau, faire du sport, ce sont des facteurs très favorables aux apprentissages. Et j'ajoute un élément fondamental, le sommeil. On ne s'en rend pas compte, mais dormir, c'est un moment essentiel de l'apprentissage. Pourtant, il y a des gens très très intelligents qui dorment très très peu. Oui, enfin, il y a beaucoup de mythes aussi autour de ça. La vérité, c'est que notre cerveau a besoin de dormir pour consolider ce qu'il a appris dans la journée. Et pendant la nuit, il n'est pas du tout inactif, il rejoue ce qui s'est passé dans la journée, il consolide. Les enfants doivent dormir pour apprendre mieux. Éloge du sommeil.